Donc, on dit de traiter tout le programme. Oui. Non, mais prépa bac, je crois qu'on va annuler ça. Non, mais le problème, c'est que pour réussir à faire une dissertation ou une explication de thèse, il faut que vous montiez un peu de level. Il faut aller faire un peu de farming, aller dans les prairies, tuer des mobs, et après, vous pourrez peut-être éventuellement prétendre à aller affronter le boss final. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Hyperbolique. Le masque. Mademoiselle, ce matin, j'ai envoyé un STMG chez le CPE pour ça. Bon, c'était le 10e à qui j'ai dit de remettre le masque. Au bout d'un moment, je suis en train de hurler le masque, le masque. On se serait cru un meeting d'Emmanuel Macron. Projet. C'était le masque, le masque. Affreux. Alors on y va. Descartes, dans. On note, oui. Descartes, dans le discours de la méthode, titre d'ouvrage. Descartes, dans le discours de la méthode, part à la recherche d'une certitude absolue. Descartes, dans le discours de la méthode, part à la recherche d'une certitude absolue. Pour l'explication, voir le dernier posté sur YouTube, je vais tout expliquer en détail. D'une certitude absolue. Point. Son but est de trouver un fondement nécessaire et sûr. Son but est de trouver un fondement nécessaire et sûr à la connaissance. Allez. Son but est de trouver un fondement nécessaire et sûr. Ah, vous êtes blessé en sport ? À la connaissance, virgule. Son but est de trouver un fondement nécessaire et sûr à la connaissance, virgule. Fondement sur lequel pourrait reposer la science. Fondement sur lequel pourrait reposer la science. Point. Descartes procède dès lors à un doute radical de point. Descartes procède dès lors à un doute radical de point. Il doute d'absolument tout. Descartes procède alors à un doute radical de point. Il doute d'absolument tout. Point à la ligne. À l'issue de ce doute, Descartes, encore lui, remarque qu'il y a une chose dont il ne peut douter. À l'issue de ce doute, Descartes remarque qu'il y a une chose dont il ne peut douter. Deux points. À l'issue de ce doute, Descartes remarque qu'il y a une chose dont il ne peut douter. Deux points. Le fait qu'il y ait une pensée qui doute. Le fait qu'il y ait une pensée qui doute. Le fait qu'il y ait une pensée qui doute. Le fait qu'il y ait une pensée qui doute. Point. Cette pensée est nécessairement
Cette pensée est nécessairement issue d'une chose qui pense. Cette pensée est nécessairement issue d'une chose qui pense. Voilà. Descartes est donc certain que la res cogitans, la chose qui pense, Descartes est donc certain que la res cogitans, la chose qui pense, cogitans. Descartes est donc certain que la res cogitans existe. Vous n'avez pas fait du latin, mademoiselle? Descartes est donc certain que la res cogitans, la chose qui pense, ça veut dire existe. Point. Or, la res cogitans ne peut être autre que le sujet lui-même. Or, la res cogitans ne peut être autre que le sujet lui-même. Or, la res cogitans, c'est vous, c'est moi. Toi plus moi, plus eux. Or, la res cogitans ne peut être autre chose que le sujet lui-même. Plus tous ceux qui le veulent. Bon, je suis, nous sommes, la res cogitans, chose qui pense. Point. Descartes conclut donc, deux points ouvrez les guillemets, vous connaissez la phrase. Descartes conclut donc, deux points ouvrez les guillemets. Descartes conclut donc, deux points ouvrez les guillemets, cogito ergo sum. Descartes conclut donc, cogito ergo sum. Ce qui veut dire merci messieurs. Je veux dire je pense donc je suis. Ben oui, je pense donc je suis, c'est quand même pas rien. Excuse-moi si c'est que ça. Désolé que ça vous déçoive. En fait, je trouve que c'est quand même c'est gros la philosophie parce que c'est tout un développement pour des conclusions avec une petite phrase. En fait, c'est une chose très compliquée pour simplifier quelque chose de simple. Ah non, c'est pour on explique simplement des choses difficiles. C'est ça la philosophie. Oui, c'est la conclusion d'un raisonnement. C'est comme si vous disiez, les mathématiques, on fait tout un tas de développement pour arriver à un résultat. Ben oui. Et oui, on ne peut pas arriver au résultat sans raisonnement. Sinon, le résultat sort de nulle part. Sinon, c'est Pascal Pro, quoi. Donc, vous connaissez Pascal Pro? Vous connaissez pas Pascal Pro? Non. Pascal Pro. L'heure des pros. Alors, je vous donne un exercice à faire pour chez vous. Vous regardez, là, cette semaine, l'heure des pros sur CNews. Et vous me faites un rapport détaillé. Qui fait ça, là? Comment? Qui doit faire ça? Ne me tapez pas, s'il vous plaît. Votre camarade du fond de la classe. Sauf vous avez déjà regardé l'heure des pros? Vous? Ah, mais vous faites la même chose, alors, du coup. Bon, point à la ligne. L'heure des pros. L'heure des pros. Voilà, vous écoutez l'heure des pros, vous écoutez une émission, vous faites un rapport, et vous citez, vous faites un rapport des arguments qui sont avancés. Vous allez voir, c'est... J'ai jamais posé de problème sur ça. Qui veut dire ça? Parce que vous devez vous vacciner. Vacciner de quoi? De CNews. Bon, alors, à la ligne. Dans les méditations métaphysiques, titre d'un livre,
Dans les méditations métaphysiques. Dans les méditations métaphysiques. Descartes revient sur son cogito. Dans les méditations métaphysiques, Descartes revient sur son cogito. Point. Et il va apporter quelques corrections, vous allez voir, et des corrections importantes. En effet, on ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle. En effet, on ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle. On ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle, donc l'expérience de pensée du cogito, hein, bien sûr. On ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle l'existence réelle et immuable d'une chose. On ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle l'existence immuable et réelle d'une chose. Le saut ontologique, là, quand même, point. On ne peut sauter du plan logique au plan ontologique. On n'est pas des puces métaphysiques, si vous voulez. On ne peut sauter du plan logique au plan ontologique. Voilà. Descartes reformule donc son cogito, deux points, ouvrez les guillemets. Descartes reformule donc son cogito. On est presque à la fin, là. On a fait la moitié. Deux points, ouvrez les guillemets. Cachez votre joie. Je suis, virgule, j'existe, virgule. Nouvelle formulation. Je suis, virgule, j'existe, virgule. Cette proposition est nécessairement vraie. Je suis, j'existe. Cette proposition est nécessairement vraie. Oui, oui, toujours dans les guillemets. Je suis, j'existe. Cette proposition est nécessairement vraie. Toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit, fermez les guillemets. Je suis, j'existe. Cette proposition est nécessairement vraie. Toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Fermez les guillemets. Cette proposition est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Fermez les guillemets. Prononce, oui. La prononciation. C'est bon. Point, fermez les guillemets. Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito. Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito pour acquérir une certitude fondamentale. Voilà.
Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito pour acquérir une certitude fondamentale. Point. Au-delà de cette expérience, plus rien n'est certain. Point, à la ligne. Au-delà de cette expérience, plus rien n'est certain. Allez, on est presque au bout là, on a fait une bonne partie quand même. Reste que le cogito cartésien pose des problèmes importants. Deux problèmes. Reste que le cogito cartésien pose des problèmes importants. Oui, de Descartes, cartésien. Quand on dit qu'on est cartésien, ça veut dire qu'on se revendique de la philosophie de Descartes. Donc tous les gens qui vous diront vous savez, moi je suis cartésien, vous leur direz non, c'est pas vrai, tu n'as pas lu Descartes. Voilà. Alors, reste le cogito. Oui, bien sûr, bien sûr. Reste que le cogito cartésien pose des problèmes importants. Deux points à la ligne. Premier problème. On va mettre un petit tiret si vous voulez, au petit i. Le premier est celui du solipsisme. Ça vient du latin solus ipse, être seul. Le premier est celui du solipsisme. Solus ipse, solipsisme. Le premier est celui du solipsisme. Solus ipse. Là, on peut pas, en fait, dès lors qu'on doute du monde extérieur, on ne peut pas savoir qu'il existe. On peut être, comme dirait Corneille, le chanteur, pas le dramaturge, je suis seul au monde, il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. C'est un peu ça, Descartes. Point. En effet, après l'expérience du doute, le sujet n'a pas la garantie qu'autrui existe véritablement. En effet, après l'expérience du doute, le sujet n'a pas la garantie qu'autrui existe véritablement. Comment ? Plaît-il ? Bon. C'est un nouveau chapitre. D'accord. Oui, il faut que vous rattrapiez le reste. Vous n'aviez pas 15 jours pour le faire. Pas de si, mais bon. Vous ferez ça ce week-end. Ce soir. C'est quoi le thème ? La vérité. Bienvenue parmi nous. Point. Par analogie, chacun reconnaît l'autre comme son alter ego. Par analogie, chacun reconnaît l'autre comme son alter, donc alter autre, alter espace ego, EGO. Par analogie, chacun reconnaît l'autre comme son alter ego. Point. Mais on ne peut pas être sûr que c'est bien le cas. Ça se trouve, vous êtes des marionnettes sous des chapeaux et des manteaux. Comme dirait Descartes. Mais on ne peut pas être sûr que c'est bien le cas. Point. Descartes ne parvient à résoudre ce problème qu'en supposant l'existence de Dieu. Autant le dire, c'est un peu léger comme justification. Descartes parvient à résoudre ce problème en supposant l'existence de Dieu. Alors, arrêtez de noter un instant, je vous donne un conseil personnel. Si un jour vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose, vous dites que c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu. Dieu, il explique tout. Il explique pourquoi, oui ?
Oui, il résout le problème du solipsisme en disant mais il y a Dieu. Et en fait, Dieu ne nous. Je vais expliquer pourquoi après. Donc voilà, vous invoquez Dieu. Le solipsisme, Dieu. On mange pas de porc, Dieu. On va à la messe, Dieu. Voilà. Toutes les choses qui peuvent paraître complètement irrationnelles, vous dites que c'est Dieu qui le veut, tout de suite ça devient rationnel. Voilà, c'est incroyable, voilà, c'est magique. Bon, alors, point. En effet, Dieu ne dupe pas les hommes. On reprend. En effet, Dieu ne dupe pas les hommes. Deux points. En effet, Dieu ne dupe pas les hommes. Deux points. Quand je reconnais autrui par analogie, non parce qu'il me ressemble, quand je reconnais autrui par analogie, virgule, c'est bien mon alter ego que j'identifie. Voilà. Merci le christianisme. C'est bien mon alter ego que j'identifie. Le christianisme a donné beaucoup de mains à beaucoup de philosophes, beaucoup de coups de main à beaucoup de philosophes. C'est la réponse finalement, là où vous aurez pu faire une objection, mademoiselle au fond, c'est finalement la réponse de beaucoup de questions que se posaient les philosophes se trouve au sermon de Monsieur le curé, dans le sermon de Monsieur le curé le dimanche. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement profond, puis finalement, on va dire c'est Dieu, quoi. Allez, soyons fous, misons sur Dieu. Bon, alors à la ligne, deuxième problème. L'autre problème est celui du dualisme. L'autre problème est celui du dualisme. L'autre problème est celui du dualisme. Virgule. À savoir la séparation de l'âme et du corps. Dualisme. 2. À savoir la séparation de l'âme et du corps. Notre problème est celui du dualisme, à savoir la séparation de l'âme et du corps. Point. Pour Descartes, la res cogitans. Oui, la res cogitans, oui. Pour Descartes, vous aurez comme ça 4 mots de vocabulaire en latin. Pour Descartes, la res cogitans, on ne l'utilise pas très souvent en latin, est une substance. Pour Descartes, la res cogitans est une substance, virgule. Et cette substance, c'est l'âme. C'est une ousia, si vous voulez, substance. Et cette substance, c'est l'âme. Point. Or, il est difficile d'expliquer comment une substance métaphysique. Or, il est difficile d'expliquer, c'est une tournure euphémisante pour dire que c'est impossible. Or, il est difficile d'expliquer comment une substance métaphysique peut agir sur un corps physique. Peut agir sur un corps physique, on va rajouter un petit morceau de phrase. Sans recourir à une hypothèse théologique. Théo-TH. Sans recourir à une hypothèse théologique. Donc là, je vous donne des mots de vocabulaire en grec. Théos, c'est Dieu. Logos, le discours. Sans recourir à une hypothèse théologique. Point, là, vous arrêtez d'écrire et maintenant je vais vous expliquer des trucs. Oui, alors, il y a un philosophe cartésien qui s'appelle Malebranche et qui a trouvé la solution. Oui. À partir d'où ? Oui, or il est difficile d'expliquer comment une substance métaphysique agit sur un corps
matérielle sans recourir à une hypothèse théologique. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Malebranche, parce que Descartes, lui, il ne répond pas à ça. Descartes dit, oui, l'âme et le corps sont intimement liés. Voilà, bon, bah, débrouillez-vous avec ça. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Malebranche et qui a donné une explication, il s'est dit, bon, ok, bon, il ne s'est pas dit ça comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Ok, l'âme c'est métaphysique, le corps c'est physique. L'âme, elle n'est pas omnipotente, elle n'a pas de potentia sur la matière, si vous voulez, elle n'a pas de pouvoir sur la matière. Mais il y a une âme qui a du pouvoir sur la matière. Cette âme, bien sûr, c'est... Quelle est l'âme qui a du pouvoir sur la matière? Mais bien sûr, je vous ai dit, quand on n'a pas d'explication, Dieu. Donc c'est Dieu. Or, Dieu a 3 caractéristiques. Il est omnipotent, il peut tout, il est omniscient, il sait tout, il est bénévolent, il est sympa. Voilà. Donc, comme ça, tout va bien. Dieu seul a le pouvoir de mouvoir la matière. Donc, quand je me meus, si j'ose dire, là je me meus. Là, je me meus. Quand je me meus, en fait, ce n'est pas mon âme qui meut mon corps. C'est Dieu qui meut mon corps. Je vous explique. Dieu connaît ma volonté. Il sait ce que je veux. Donc, il accorde mon corps avec ma volonté. Et donc, c'est Dieu qui me meut. Je ne me meus pas, Dieu me meut. Voilà. Bon, voilà. On peut penser ce qu'on veut de cette explication. Aujourd'hui, on la trouve un peu ridicule, c'est sûr. Mais imaginez qu'au XVIIe siècle, on trouvait ça intéressant. Bon. Malebranche. Non, parce que Descartes, lui, il ne s'embarrasse pas d'explication. Il dit l'âme et le corps sont intimement liés. L'âme se trouve dans la glande pinéale. Voilà, le genre d'explication auquel on a droit. Alors, j'ose pas dire trop de mal de Descartes parce que je sais que il y a pas mal de gens qui l'aiment bien. Après, moi j'adore Descartes aussi, il y a beaucoup de choses très très intéressantes chez Descartes, mais bon là c'est vrai que c'est quand même un peu léger. Et il y a beaucoup de problèmes avec ça. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, on est dans un cours sur la vérité, bien sûr. Et donc dans le grand 1, on s'intéressait à la vérité-correspondance et au réalisme métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a des philosophes qui considèrent que un discours vrai, c'est un discours qui est absolument en adéquation avec la réalité. La réalité qui est indépendante de nous. Donc, il y aurait une réalité indépendante de nous, ce qu'on appelle communément dans le jargon le monde extérieur. Et ce monde extérieur, cette réalité indépendante de nous, on pourrait la connaître grâce à des discours qui sont des discours vrais. Pour Platon, ça c'est le 1.1, eh bien, la voie de la connaissance, c'est bien sûr la philosophie, la contemplation, l'accès aux idées, au monde intelligible et métaphysique. Pour Descartes, c'est la recherche du cogito, avec le retour à un monde bien sûr intelligible et métaphysique. Maintenant, on va faire un petit saut dans le temps de quelques siècles et venir, je ne sais pas, par exemple, au XXe siècle. Je vais vous parler d'un argument qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a recyclé le réalisme métaphysique dans une forme un peu réduite qu'on appelle le réalisme scientifique, et on s'est débarrassé, enfin, on a fait comme si on s'était débarrassé des hypothèses métaphysiques. Donc, on a voulu se débarrasser de Dieu pour justifier le réalisme. Parce que vous comprenez, à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, il n'y a plus de philosophes, très peu de philosophes, qui justifiaient leur argumentation en disant « c'est Dieu ». Voilà. Les gens avaient compris qu'ils se faisaient arnaquer au bout d'un moment. Voilà. 1.3. Alors, nous quittons les sphères divines, mais cet argument porte quand même un nom quelque peu divin, l'argument du miracle. Fin 19e, Dieu est mort, la philosophie s'en est débarrassée. Après, il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a des contextes historiques. C'était très difficile de développer une pensée indépendamment du christianisme pendant très longtemps, parce que si vous n'étiez pas chrétien, vous couriez de très très sérieux risques. Bon, alors voilà l'argument du miracle, vous allez voir, c'est très simple. Si vous comprenez bien la pensée de Descartes, vous saisissez que Descartes recherche une vérité, une certitude absolue. Cette certitude, il la trouve et il pense fonder la connaissance sur cette certitude. L'idée sous-jacente, c'est que
s'il y a quelque chose de certain, ça veut dire qu'il est possible de fonder des connaissances certaines, et donc possible de fonder une science certaine. La science la plus certaine pour Descartes, bon, je ne vais pas vous faire la bibliographie de Descartes, hein, je ne vais pas vous faire je vais pas vous faire une monographie sur Descartes, mais l'idée que développe Descartes, c'est que les premiers objets qui existent réellement sont ceux que nous intuitionnons immédiatement, et ces objets-là sont les objets de la géométrie, d'après lui. Et Descartes considère que, de manière déductive, en géométrie, on peut accéder à des vérités qui correspondent à la réalité fondamentale et métaphysique du monde. Cette idée-là, on la retrouve chez un autre philosophe et éminent scientifique qui s'appelle Galilée. Vous connaissez Galilée? Comme les rois mages, voilà, c'est ça. Dans un bouquin... C'est la rentrée. Dans un bouquin qui s'appelle... Dans un bouquin qui s'appelle L'Essayeur, et Galilée, non? Ouais, maintenant j'ai la chanson qui me martèle dans la tête, c'est affreux. Dans L'Essayeur, Galilée considère que... Enfin, il a cette phrase dit que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique. Galilée est convaincu que la réalité fondamentale du monde, qui n'est pas perceptible par les sensations, et qu'on ne peut pas se représenter directement, eh bien, elle est de nature mathématique. Alors, pourquoi est-ce qu'il pense ça? En fait, il faut se situer dans le contexte. Galilée était un mathématicien, c'était un physicien aussi, et Galilée arrive comme ça à donner des descriptions de la réalité à partir de théories qui sont des théories mathématiques. Alors bon, on peut dire tout le mal qu'on veut des théories de Galilée, c'est quand même un précurseur important de la physique, et il est fondé, on va dire, il est fondé à penser ce qu'il pense parce qu'il se rend compte que des théories scientifiques peuvent rendre compte de la réalité. C'est quand même assez étonnant. Alors, cette idée qu'on appelle le réalisme scientifique, c'est ça la doctrine qui est là-dedans, le réalisme scientifique. Cette idée, elle domine en quelque sorte l'épistémologie pendant 3-4 siècles. Vous savez, Newton, quand il écrit ses principes mathématiques de la philosophie naturelle, il se place à la frontière entre la science et la philosophie. En fait, il crée une rupture presque même entre la science et la philosophie. Newton prétend expliquer la réalité fondamentale du monde. Il ne doute pas du fait que ce qu'il décrit dans ses équations, c'est la réalité qui est imperceptible. Et on a continué à croire, à avoir foi dans le réalisme scientifique parce que les théories scientifiques ont permis de faire des prédictions quand même assez spectaculaires. Bon, je vous raconte quelques histoires. Voilà. Père Lasserre va vous raconter une ou deux histoires. On a le temps. Oui, on a le temps. Alors, je vous dis tout. Au XIXe siècle, on s'aperçoit que la planète Uranus, donc regardez la carte du système solaire, vous voyez où elle se trouve à peu près. La planète Uranus, eh bien, a une orbite qui n'est pas l'orbite que prédisent les lois de Newton. Alors les scientifiques se disent, bon, soit les lois de Newton sont fausses, mais on n'y croit pas trop, parce qu'elles fonctionnent quand même drôlement bien, soit il y a, au-delà d'Uranus, une autre planète qui exerce une force de gravité sur Uranus, qui fait dévier donc la fait dévier de sa trajectoire, et donc qui fait qu'on observe une orbite qui n'est pas l'orbite qui est prédite par les lois de Newton. Il y a un célèbre astronome français qui s'appelle Le Verrier, qui réussit le premier à estimer la position potentielle de la planète qui, dans le ciel, pourrait faire dévier Uranus de sa trajectoire. Les physiciens pointent leur télescope dans la direction désignée par Le Verrier, et là, au miracle, ils observent une autre planète, qu'ils ont appelée Neptune. On aime bien donner le nom de dieu grec et romain aux planètes. Donc Neptune. Surtout romain d'ailleurs. Bon, alors, ça c'est quand même assez extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Au XXe siècle, grâce à la théorie d'Einstein, on a réussi à prédire, avant même l'observation, ce sont des hypothèses théoriques, on a réussi à prédire que les ondes lumineuses pouvaient être déviées par des corps massifs. En fait, elles sont déviées par la déformation de l'espace. On a prédit aussi, enfin Einstein prédit la théorie de la relativité, prédit l'existence des trous noirs. La théorie de la relativité prédit quelque chose qu'on a observé il y a tout juste 4 ou 5 ans, qui sont les ondes gravitationnelles. On a réussi à faire des prédictions quand même assez incroyables. En microphysique, on a prédit aussi l'existence d'une particule qui s'appelle le boson de Higgs. Il faut bien comprendre que quand les physiciens font leur théorie,
ils inventent des objets théoriques. Il se trouve que ces objets théoriques qu'ils inventent existent réellement. C'est quand même assez balèze. Bon. Et donc, la conclusion à laquelle ils ont été conduites, c'est que finalement, il y a de très très grandes chances que si à partir si des objets théoriques, purement théoriques, existent réellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la théorie, eh bien, c'est une bonne description ou une très bonne approximation de la réalité. Ça semble aller de soi. Réalisme scientifique. Alors, Einstein, bon, en fait, ils sont deux, il y a Einstein et Einfeld, développe un exemple connu qu'on appelle aujourd'hui l'exemple de la montre d'Einstein, et il dit la chose suivante. Imaginez que vous ayez face à vous une montre que vous ne pourriez pas ouvrir. En fait, vous pouvez simplement observer les aiguilles qui se déplacent, mais vous ne pouvez pas ouvrir le boîtier de la montre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et qui fait fonctionner les aiguilles. Alors, Einstein dit, imaginons maintenant que nous puissions établir une théorie qui prédise avec une grande précision le mouvement des aiguilles de la montre, et même qui parviennent à prédire leurs irrégularités, voire même le moment où la montre, je ne sais pas, arrête de fonctionner. Enfin, une théorie qui prédit parfaitement les mouvements des aiguilles de la montre. Hypothèse d'Einstein. Si on arrive à créer cette théorie, alors il y a de grandes chances, disent Einstein et Einfeld, il y a de grandes chances que les mécanismes décrits dans la théorie correspondent aux mécanismes réels qui se trouvent à l'intérieur de la montre et que l'on pourrait observer si l'on pouvait ouvrir la montre. C'est ça le réalisme scientifique en cœur. Cette idée a été formalisée de manière très très claire par un philosophe qui s'appelle Hilary Putnam, qui est mort il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est mort il y a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je vous conseille de lire Putnam, si vous lisez l'anglais bien sûr. Sinon, tant pis pour vous. Dans Mathematics, Matter and Method, bon je ne vous fais pas l'injure de traduire ça. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas, donc ça veut dire mathématiques, matière et méthode. Alors, Putnam, ce qu'il remarque, c'est que ce qu'il dit de manière plus générale encore, il dit voilà, il y a un phénomène. Ce phénomène, c'est que les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires. Bon. Et il se demande, mais quelle est la meilleure explication pour justifier que les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires? Eh bien, l'explication la plus rationnelle, c'est que ces théories scientifiques sont de bonnes descriptions de la réalité, sont de bonnes approximations de la réalité, qu'elles correspondent, au sens du réalisme métaphysique du terme, à la réalité elle-même. Et, ajoute Putnam, ce serait un miracle si ces théories parvenaient par hasard à faire des prédictions aussi spectaculaires. Donc soit on se dit, les théories parviennent miraculeusement à faire des prédictions spectaculaires, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais c'est un miracle, soit on se dit, si les théories réalisent des prédictions spectaculaires, ce n'est pas parce qu'il y a un miracle, c'est parce que ce sont de bonnes descriptions ou de bonnes approximations de la réalité. Alors vous comprenez bien qu'en philosophie, on n'aime pas trop les explications miraculeuses ou magiques, et donc on préfère les explications rationnelles, et Putnam conclut donc, en bon philosophe, que la bonne explication, c'est simplement le fait que justement, les théories sont de bonnes descriptions, de bonnes approximations de la réalité. Alors, Putnam change d'avis après. Enfin, il ne change pas complètement d'avis, mais il change quand même pas mal d'avis. C'est un philosophe assez amusant pour ça. Vous savez, il avait cette fameuse phrase où il disait « En philosophie, je change d'avis ». Vous ne connaissez pas? C'est quand même assez honorable parce que vous vous rendez compte que la plupart des philosophes qu'on étudie ne changent jamais d'avis. Ils sont la tête dans le guidon, enfermés dans leur propre préjugés, si j'ose dire, et ils n'arrivent pas trop à se remettre en cause. Alors que Putnam, si, il change vraiment radicalement d'avis. Il y a un autre philosophe qui a fait ça aussi, bien sûr, c'est avant Putnam. Oui, voilà. Wittgenstein. Enfin, donc vous avez compris l'idée de l'argument du miracle. Hein. Ce serait un miracle si les théories... C'est l'heure de la pause, on l'a, oui, c'est la pause. Dans l'essayeur, Galilée conçoit que le grand livre du monde, vous mettez grand livre du monde entre guillemets, dans l'essayeur, Galilée conçoit que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique.
Point. Il pense que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité. Il pense que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité. Il pense que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité. Point. On parle alors de, vous pouvez le mettre en rouge, réalisme scientifique. On parle alors de réalisme scientifique. Point. À la ligne. Ce réalisme est notamment véhiculé par Einstein et Infeld. Ce réalisme est notamment véhiculé par Einstein et Infeld. Dans, je vous donne le titre du bouquin, L'évolution des idées en physique. Par Einstein et Infeld, dans l'évolution des idées en physique. Point. Einstein imagine une montre qu'il serait impossible d'ouvrir. Einstein imagine une montre qu'il serait impossible d'ouvrir. Point. Il considère que si une théorie parvient, il considère que si une théorie parvient à prédire, il considère que si une théorie parvient à prédire avec exactitude tous les mouvements des aiguilles, il considère que si une théorie parvient à décrire avec exactitude tous les mouvements des aiguilles, virgule, même les irrégularités donc s'il arrive à prédire tous les mouvements des aiguilles, même les irrégularités, virgule, alors on a toutes les raisons de penser que cette théorie est une description fidèle de la réalité. Alors on a toutes les raisons de penser que cette théorie est une description fidèle de la réalité. On a toutes les raisons de penser que cette théorie est une description fidèle de la réalité. Point. Einstein tient notamment cette idée. Einstein tient notamment cette idée des prédictions spectaculaires réalisées par les théories scientifiques. Einstein tient notamment cette idée des prédictions spectaculaires réalisées
par les théories scientifiques? Par les théories scientifiques. Donc, voir la prédiction de Neptune, les ondes gravitationnelles, tout ça, tout ça. Bon, même si les ondes gravitationnelles, c'est bien sûr anachronique ici. Des prédictions spectaculaires réalisées par les théories scientifiques. Point. À la ligne. Cette idée est formalisée plus tard par Putnam, it au tableau. Cette idée est formalisée plus tard par Putnam, dans Mathematics, Matter and Method. PUTNAM. Cette idée est formalisée plus tard par Putnam dans Mathematics, Matter and Method. Oh yeah. Point. Mathematics, Matter and Method. Point. Pour lui, cela serait un miracle. Pour lui, cela serait un miracle. Si des théories capables de prédiction spectaculaire, pour lui, cela serait un miracle. Si des théories capables de prédiction spectaculaire n'étaient pas de bonne description, ou au moins de bonnes approximations, n'étaient pas de bonnes descriptions ou au moins de bonnes approximations de la réalité. Point. L'argument du miracle considère ainsi miraculeuse, l'argument du miracle considère ainsi miraculeuse, virgule, irrationnelle. L'argument du miracle considère ainsi miraculeuse, virgule, irrationnelle. Toute autre explication de la capacité prédictive des théories scientifiques. Toute autre explication de la capacité prédictive des théories scientifiques. Point. Et là, vous allez arrêter d'écrire un petit moment. Mais vous inquiétez pas, on va reprendre tout à l'heure. Nous arrivons donc au grand 2. Alors, on a vu d'abord les réalistes métaphysiques et leur vérité correspondance nécessaire. Maintenant, intéressons-nous à leurs adversaires, les instrumentalistes, que certains appellent aussi les anti-réalistes. Pour les instrumentalistes, les théories sont des instruments, et ces instruments permettent quoi ? Permettent de comprendre nos représentations de la réalité. Voilà. Alors, vous notez le titre du grand 2, instrumentalisme et contingence dans la vérité. Allez, on note. Instrumentalisme et contingence dans la vérité. Oui.
Instrumentalisme et contingence dans la vérité. Comme 2-1. Là, c'est le grand 2. Grand 2. Alors maintenant, j'explique. Allez, écoutez, la sœur explique. Comment? Petit? Petit? Bon. Alors, rapidement, un mot sur l'instrumentalisme. Bon, pour les réalistes, les théories sont des descriptions ou de bonnes approximations de la réalité, vous avez compris. Pour les instrumentalistes, les théories sont des instruments qui permettent de comprendre nos représentations du réel. C'est donc pas tout à fait la même chose. Pour les instrumentalistes, les théories scientifiques n'ont pas à être réalistes. Et d'ailleurs, pour les instrumentalistes, les théories scientifiques ne sont pas réalistes. C'est-à-dire que ce dont elles parlent, c'est de quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité fondamentale du monde. Je t'y attendais pas, celle-là. Mais tu vas voir. Bon. Alors, ici, j'ai mentionné un instrumentaliste fameux, notamment dans les sciences sociales, notamment en économie. Il y a des économistes parmi vous? Qui fait SES ici? Personne? Ah oui, vous? C'est tout? Ah, vous êtes que deux? Ah, ça suffit. Bon, ça suffit pour échanger à ce sujet-là. Vous avez déjà entendu parler de Milton Friedman? Ah. Vous confondez avec Ronald Reagan, peut-être? Je vous parle de Milton Friedman. Nicole Kidman, Milton Friedman. C'est vrai que c'est presque pareil. Milton Friedman n'est quand même pas aussi belle que Nicole Kidman, puis il est un peu plus vieux aussi. Comment? Nicole Kidman? Ah, Milton Friedman, c'est un homme, oui. Je vous ai dit, il n'est pas aussi belle. Alors Friedman, en fait, c'est... bon, si on passe outre toute sa dimension idéologique, parce que Friedman est un idéologue. C'est un idéologue ultralibéral, c'est un fanatique de l'école de Chicago. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais Friedman, en 1953, publie un papier dans lequel il remarque il regrette même que les économistes pensent que les théories économiques doivent être réalistes. C'était le cas au XIXe siècle, c'était le cas au XXe siècle avec des noms importants de la théorie, comme, je ne sais pas, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Samuelson, voilà, un autre idéologue fanatique. Bon, et donc, Friedman dit, mais ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, les théories sont des instruments. On n'a qu'à faire comme si elles étaient réalistes, mais au fond, on s'en fiche si elles sont réalistes ou non. Ça ne nous intéresse pas. Tant que ça marche, autant continuer comme ça, si vous voulez. Et c'est ça la posture instrumentaliste. Alors, je ne vais pas rentrer dans la discussion de fond avec Friedman. Je me suis pris le bec il n'y a pas très longtemps avec une éminente professeure d'économie qui m'expliquait qu'on ne pouvait pas... il fallait séparer... Alors, vous voyez, on nous a fait le coup avec Polanski. Il faut séparer le pédophile de l'œuvre. Voilà. Maintenant, moi, on a fait le coup avec Friedman il n'y a pas longtemps. Il faut séparer le Friedman des années 50 du Friedman des années 60, même si les deux Friedman ont les mêmes idées. Il faut les séparer. Bon, mais bon, Friedman, c'est vrai que malgré tout, c'est un idéologue, et malgré tout, en fait, il reste quand même fondamentalement réaliste au sens métaphysique du terme, de manière assez triste, en dépit de l'instrumentalisme qu'il défend dans ce papier particulier de 1953. Bon, donc, on voit bien ce que c'est que l'instrumentalisme. Les théories, on attend d'elles une chose, c'est de donner des explications et de faire des prédictions. Si elles parviennent à donner des explications et à faire des prédictions, il n'y a plus de problème. Elles fonctionnent, autant les utiliser, et on s'en tape complètement de savoir si elles sont réalistes ou non. Ça ne nous intéresse pas. Ça, c'était un petit propos introductif. Alors ensuite, ce que nous allons voir, c'est une réfutation de l'argument du miracle. Alors en 3 étapes, on aime bien les... enfin, j'aurais pu le faire en 5 étapes aussi, mais bon, on aime bien voilà, on aime bien. On peut le faire en 10 étapes aussi. On aime bien le chiffre 3 en philosophie. Donc, on va retenir 3 arguments principaux. Alors là, concentrez-vous, c'est un peu technique, mais quand même pas très difficile. Alors, rappelez-vous que l'argument du miracle essaie d'expliquer un phénomène. Ce phénomène, c'est le suivant, les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires.
Et alors, pour expliquer ce phénomène, on procède à un raisonnement de type abductif, à l'abduction. Rien à voir avec l'enlèvement par les extraterrestres. Parce que si vous tapez le mot sur Google, vous trouvez aussi cette définition. En fait, en logique, il y a 3 modes de raisonnement. Le raisonnement inductif, l'induction. Bon, l'induction, c'est quoi? C'est à partir de l'observation répétée du même phénomène, vous induisez une règle générale. Exemple, à force de voir tous les corps chuter quand je les lance en l'air, je vais faire une règle, les corps chutent. La déduction, c'est un mode de raisonnement qui est détaché, enfin qui peut être complètement détaché de la réalité empirique. Vous faites une hypothèse, et puis à partir de cette hypothèse, vous déduisez des énoncés qui découlent logiquement de l'hypothèse. Si A égale B, B supérieur à... Si A est supérieur à B, B supérieur à C, alors A est supérieur à C. Déduction. Très très rudimentaire. Je n'ai pas un niveau de mathématiques qui dépasse celui du CP. Donc bon. Et enfin, l'abduction, à partir d'un phénomène observé, vous abduisez une règle générale qui expliquerait ce phénomène. Et cette règle serait censée être la meilleure explication de ce phénomène. C'est ça, l'argument du miracle. C'est une inférence, ce qu'on appelle une inférence à la meilleure explication. On infère à ce phénomène ce que l'on pense être la meilleure explication. Donc, à ce phénomène particulier, les théories scientifiques réalisent des conditions spectaculaires, la meilleure explication que trouvent ceux qui défendent l'argument du miracle, donc là je vais l'appeler l'explication E, c'est que les théories sont de bonnes approximations de la réalité. Si ce n'était pas le cas, si les théories n'étaient pas des approximations correctes de la réalité, alors ce serait un miracle. Et je vous le dis, en philosophie, on n'aime pas les miracles, on n'aime pas les explications irrationnelles, donc on préfère l'explication rationnelle. Question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les hypothèses sur lesquelles repose l'explication E. Pourquoi on se pose cette question? Parce que si une de ces hypothèses nécessite de recourir à un mécanisme de type magique ou miraculeux, alors il y aurait une contradiction dans les termes. L'argument du miracle serait automatiquement rejeté, puisque, comme il exclut des explications au nom de leur caractère magique, il ne peut pas lui-même se justifier à partir d'hypothèses magiques. Sinon, il doit se rejeter lui-même, puisqu'il rejette toute explication magique. Logique. Alors, l'argument du miracle suppose une chose importante, c'est l'hypothèse que j'ai notée H. Il suppose que les êtres humains ont une faculté. Cette faculté, c'est d'accéder directement à la réalité. Pourquoi? Parce que si vous n'avez aucun accès au réel, vous n'avez aucun moyen de le décrire de manière transparente. Vous n'avez aucun moyen de fournir des vérités correspondantes au sujet de ce réel. C'est pas possible, si vous n'y accédez pas. Pas d'accès, pas de description. Sinon, c'est juste de l'imagination. Question, comment accédons-nous au réel? Je vous donne la réponse. Eh bien, nous accédons au réel par la médiation de notre perception qui donne lieu à des représentations. En fait, nous, ce que nous connaissons du réel sont des représentations du réel. Donc, pas le réel lui-même. Autant dire, vous ne connaissez pas le lycée lui-même. Vous connaissez une représentation du lycée. Alors, c'est embarrassant, ça, parce que si on n'a accès qu'à des représentations, et non pas au réel lui-même, tout ce que l'on pourra décrire, ce sera les représentations du réel. Et l'objet des théories ne pourra être autre chose que les représentations du réel et pas le réel lui-même. Or, ce que suppose le réalisme métaphysique, parce que c'est ce qu'il défend, c'est que les théories décrivent le réel lui-même. Mais alors, comment pourrait-on avoir accès au réel sans passer par une représentation du réel? Est-ce que cela semble possible? Alors, on comprend bien que pour les défenseurs de cet argument, l'accès au réel se fait par la médiation d'une théorie qui est abstraite mathématique. Donc il y a la médiation des mathématiques, et les mathématiques donneraient, comme ça, de manière un peu magique, si j'ose dire, accès au réel. On voit bien que ça, ceux qui défendent l'argument du miracle, ne peuvent le tenir, ce processus-là, cette faculté-là, que comme un processus et une faculté eux-mêmes miraculeux. Or, c'est là un problème. Parce que si on a besoin, pour justifier l'argument du miracle, d'une hypothèse qui est elle-même magique ou miraculeuse, ça veut dire que l'argument du miracle s'auto-invalide. Il y a une contradiction dans les termes. Le fait que l'argument du miracle rejette toute explication miraculeuse, mais accepte pour se justifier une hypothèse qui est telle qu'il faut que les hommes aient une faculté qui est elle-même miraculeuse, fait que cet argument est logiquement faux.
Comprenez? Alors, on ne peut pas soutenir tout et son contraire, ou non, c'est pas possible. Donc là, d'un point de vue strictement logique, si on analyse la structure logique de l'argument, c'est-à-dire si on va chercher son hypothèse et qu'on la confronte aux conclusions, il y a une contradiction entre la forme de l'hypothèse de l'argument du miracle et sa conclusion. Forme de l'hypothèse, les êtres humains possèdent une faculté miraculeuse. Conclusion de l'hypothèse, nous rejetons toute explication miraculeuse. Donc nous nous rejetons nous-mêmes. C'est assez amusant. Deuxième explication, deuxième réfutation, elle est donnée par un très célèbre philosophe des sciences. Si vous ne devez lire qu'un seul livre de philosophie de votre vie, lisez celui-là. Par Bas van Fraassen, qui a écrit un livre génial il y a une quarantaine d'années qui s'appelle The Scientific Image, un des livres les plus importants d'épistémologie, très difficile de se le procurer. Vous pourrez peut-être le trouver dans la bibliothèque universitaire du coin. Je vous conseille, si vous l'empruntez, de ne jamais le restituer. Vous faites-en des photocopies pour être sûr de l'avoir chez vous. Van Fraassen donne une explication. Non, mais sinon, c'est 300$ sur Internet, ce machin-là. Un argument qu'on appelle l'argument de la sélection. Et par argument de la sélection, il faut entendre sélection naturelle. Van Fraassen compare le combat entre les théories au combat nécessaire à la vie dans le cadre d'un processus de sélection naturelle. On sait bien que si les êtres vivants survivent, c'est parce qu'ils sont adaptés à leur environnement. Et donc, en tant qu'êtres adaptés à leur environnement, ils sont sélectionnés et tous les êtres qui ne sont pas adaptés à leur environnement disparaissent et sont éliminés. Eh bien, c'est pareil d'après Van Fraassen pour les théories. Les théories qui sont sélectionnées sont les théories qui sont capables de faire d'elles ce qu'on attend d'elles. Qui sont capables de faire ce qu'on attend d'elles, pardon. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'être de bons instruments en vue d'expliquer et prédire la réalité. Et toutes les autres théories, eh bien, elles sont rejetées, elles sont ignorées et elles sont oubliées. L'idée de Van Fraassen, c'est que finalement, il n'existe que très peu de théories qui parviennent à faire ce qu'on attend d'elles. Aujourd'hui, on en a deux en physique. La théorie de la relativité générale et la mécanique quantique. C'est tout. Toutes les autres, pour l'instant, elles sont fausses. Et donc, ce n'est pas très étonnant finalement si, depuis le début, depuis l'Antiquité, on a essayé de comprendre comment fonctionnait le cosmos. Si depuis l'Antiquité, nous n'avons réussi à produire que deux théories qui fonctionnaient correctement, et que nous avons rejeté toutes les autres, c'était pas si étonnant. En fait, c'était pas si étonnant que si on s'acharne pendant des millénaires à faire une tâche précise, si au bout d'un moment, on finit par y arriver. Je vous donne une comparaison qui pourra peut-être être éclairante. Imaginez que nous jouions au loto. Voilà, au loto, il y a une chance sur 19 millions de gagner. Imaginez maintenant qu'il y ait des millions de personnes qui jouent au loto. Personne ne s'étonnera s'il y a un vainqueur. Imaginez qu'on fasse de multiples tirages de loto, qu'il y ait des milliards de grilles de loto remplies. On ne s'étonnera pas du tout s'il y a plusieurs vainqueurs. En fait, on s'étonnerait même s'il n'y avait jamais aucun vainqueur. Ce serait bizarre. On se dirait que le jeu serait truqué. Parce que si des milliards de grilles de loto sont remplies et qu'on a une chance sur 19 millions de gagner, il devrait bien y avoir des gagnants. Statistiquement. C'est mathématique. Ça semble impossible. Le contraire semble impossible. Bon, eh bien c'est un peu pareil avec les théories. Si vous avez un grand nombre de théories, c'est pas si étonnant que statistiquement certaines parviennent à faire ce qu'on attend d'elles. Ce qui serait étonnant, en revanche, c'est qu'il y ait très peu de théories proposées et qu'à chaque fois qu'on propose une théorie, elle fonctionne. Là, ce serait effectivement un miracle si cette théorie fonctionnait pour le coup. Enfin, ce serait très très étonnant. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça marche pas comme ça en réalité. Donc finalement, le fait que les théories fonctionnent, qu'il y ait des théories qui fonctionnent, ça ne veut pas forcément dire du tout même quelles sont de bonnes descriptions de la réalité. Non, ça veut dire que par le fruit d'un hasard statistique, on a réussi à élaborer des théories qui fonctionnent. Ça, c'est déjà beaucoup plus rationnel. Ça ne nécessite aucune explication magique du type faculté magique qui permet d'accéder au réel sans l'entremise des représentations. Ça, c'est juste rationnel. On n'a besoin d'aucune hypothèse supplémentaire ici. Et troisième argument très très fort, c'est l'incommensurabilité des théories. Alors, c'est une idée qui est avancée par un philosophe des sciences qui s'appelle Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques. Alors lui, il parle d'incommensurabilité des paradigmes, mais ce n'est pas tellement important. On va utiliser les mots ici indifféremment. Kuhn, c'est un philosophe des sciences, un historien des sciences, et il s'intéresse à ce qu'il appelle les révolutions scientifiques, c'est-à-dire les changements de paradigme, les changements de théorie.
Il se demande qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une théorie à une autre, d'un paradigme à un autre. Est-ce que la nouvelle théorie s'inscrit dans la continuité de l'ancienne théorie, ou est-ce que la nouvelle théorie s'inscrit en rupture avec l'ancienne théorie? Et ce qu'observe Thomas Kuhn, c'est que les nouvelles théories s'inscrivent systématiquement en rupture avec les anciennes théories. Je vais prendre un exemple un peu grossier. La théorie évolutionniste n'est pas la continuité de la théorie créationniste. Donc, les créationnistes disent une chose, les évolutionnistes disent complètement autre chose. La théorie de Einstein ne s'inscrit pas dans la continuité de la théorie de Newton. Dans la théorie de Newton, la gravité, c'est une force. Dans la théorie d'Einstein, la gravité, c'est la distorsion, je ne sais pas comment dire, de l'espace-temps. Ce n'est pas la même chose. Dans la théorie de Newton, l'espace et le temps sont des entités absolues. Dans la théorie d'Einstein, l'espace-temps est une entité unique qui est relative, qui dépend du référentiel. Vous savez que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse partout dans le monde, si ça a du sens de dire ça. Et donc, à partir de là, on est bien embêté, parce qu'au XIXe siècle, vous aviez des gens qui étaient convaincus que la théorie de Newton décrivait finalement la réalité du monde, donc c'était des bons réalistes scientifiques, sauf qu'ils se sont plantés. Qu'est-ce qui nous assure aujourd'hui que les gens qui croient que la théorie de la relativité est une bonne approximation de la réalité ne se trompent pas? Et puis il y a un autre problème, c'est que la théorie de la relativité et la théorie de Newton ne peuvent pas être ensemble de bonnes approximations de la réalité, puisqu'elles sont incommensurables. L'idée selon laquelle en fait le scientifique progresserait de manière continue dans sa recherche vers la réalité, elle est fausse. Enfin, l'histoire des sciences montre qu'elle est complètement fausse. Donc ça c'est embarrassant. Puis il y a une dernière chose qui est très embarrassante au niveau de cette histoire d'incommensurabilité. Il y a un de vos camarades dans une autre classe qui m'a dit oui, mais en fait c'est juste qu'on n'a pas réussi à prouver que la théorie d'Einstein était fausse et on n'y arrive pas, donc c'est peut-être qu'elle est vraie. Et alors je lui ai dit, mais pensez-vous que la mécanique quantique soit vraie? Et il me dit, ben oui, pareil, on n'a pas réussi à prouver qu'elle est fausse, donc c'est sûrement qu'elle est vraie. Et là, je lui dis, il y a un problème. C'est que la mécanique quantique et la théorie de la relativité sont incommensurables. Donc vous me dites qu'elles sont vraies les deux, mais c'est impossible, puisqu'elles sont incommensurables. On ne peut pas unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Donc il y en a au moins une des deux qui est fausse. Pas pour l'instant. Ah non, mais c'est impossible. C'est-à-dire que les hypothèses des deux théories sont incommensurables. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas tout prétendre à son contraire, si vous voulez. Oui. Personne n'arrive pas à prouver qu'il y a des choses pour qu'elle est vraie. Ça, ce sera après. 2.2. Mais parce qu'on ne peut pas prouver qu'une théorie est vraie, en fait, c'est pas possible. Mais bon, je vous spoil pas trop. Donc en fait, on a un problème. Si les théories sont incommensurables, ben, elles ne peuvent pas être vraies ensemble. Il y en a au moins une des deux qui est fausse. Sûrement, en fait, les deux sont sûrement fausses. Il y a de très grandes chances, c'est même très 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 probable, c'est très vraisemblable. Enfin, ce serait pour le coup un miracle s'il y en a une qui était vraie. Parce que ça voudrait dire que nous aurions une faculté qui nous permettrait d'arriver par miracle à la réalité. Donc on fait un bond en arrière. Oui, et donc ces trois arguments sont quand même assez costauds. Peut-être que le plus fort c'est encore celui-là. Le premier semble assez costaud pour mettre un coup de pied aux fesses au réalisme scientifique. C'est très difficile, après ces arguments, de défendre le réalisme scientifique. Et je vais vous en donner d'autres après dans la section suivante qui sont encore plus, enfin, tout aussi convaincants. Donc il semblerait finalement que les théories scientifiques soient plutôt fausses. Quoi. Enfin, plutôt fausses au sens réaliste métaphysique. Après, ça ne veut pas dire qu'elles sont... En fait, quand elles énoncent des choses qui sont vraies, elles énoncent toujours des vérités par rapport à nos représentations. Mais la forme de cette vérité peut changer. Au XIXe siècle, on pensait que les corps tombaient sur le sol à cause de la force gravitationnelle. Aujourd'hui, on pense qu'ils tombent sur le sol parce qu'ils suivent les lignes de l'espace-temps. Bon, voilà, donc dans les deux cas, c'était vrai, mais aujourd'hui, on pense que l'énoncé numéro 1 est faux. Voilà, vous avez compris? On va pouvoir noter? Oui, monsieur, notons. D'accord. Comment? Merci pour vos encouragements. Plaît-il? D'accord. Alors, après le grand 2, vous allez noter un petit chapeau introductif dans une perspective instrumentaliste.
dans une perspective instrumentaliste. Les théories scientifiques ne correspondent pas à la réalité. Dans une perspective instrumentaliste, les théories scientifiques ne correspondent pas à la réalité. Point. On n'attend pas d'elle qu'elle soit réaliste. Point. On n'attend pas d'elle qu'elle soit réaliste. Point. Les théories doivent simplement être des instruments. Les théories doivent simplement être des instruments. Les théories doivent simplement être des instruments qui fournissent de bonnes prédictions au sujet de notre représentation de la réalité. Qui fournissent de bonnes prédictions au sujet de notre représentation de la réalité. Point. À ce titre, Friedman remarque que les théories À ce titre, Friedman, il est au tableau, Milton Friedman, remarque que les théories fonctionnent entre guillemets comme si fonctionnent donc entre guillemets comme si, entre guillemets, elles étaient réalistes sans avoir besoin de l'être. Hein? En ce sens, le réalisme incorpore des hypothèses superflues. En ce sens, le réalisme incorpore des hypothèses superflues. Point. Maintenant, vous pouvez noter le 2.1, une réfutation de l'argument du miracle. Point. On est presque au bout, les enfants.
Le bout du tunnel n'est peut-être pas très loin. Petit i, vous notez, l'argument du miracle explique un phénomène. Deux points, ouvrez les guillemets. L'argument du miracle explique un phénomène. Deux points, ouvrez les guillemets. Petit i, oui. Vous êtes très débrouillarde, mademoiselle Silali. Désolé. L'argument du miracle explique un phénomène. Deux points, ouvrez les guillemets. Je vous donne le phénomène. Il est au tableau. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. Les théories scientifiques réalisent des prédictions spectaculaires au sujet de la réalité. Fermez les guillemets. Point. J'ai déjà tout expliqué. Il s'agit de trouver la meilleure explication à ce phénomène. Il s'agit de trouver la... Oh, il faut écrire. Il s'agit de trouver la meilleure explication à ce phénomène. Point. Ici, l'explication est la suivante. Deux points, ouvrez les guillemets. Ici, l'explication est la suivante. Deux points, ouvrez les guillemets. Les théories sont de bonnes approximations de la réalité. Point. Les théories sont de bonnes approximations de la réalité. Point. Les théories sont de bonnes approximations de la réalité. Point. Toute autre explication relève du miracle. Point, fermez les guillemets. Toute autre explication relève du miracle. Alors là, vous allez noter à côté le nom de l'explication, on va le mettre grand E entre parenthèses. C'est l'explication grand E. Logique E comme explication. Sur le côté ou dans le fond? Oui, oui, à côté, vous mettez à côté, juste à côté, la suite de ce que vous avez écrit, vous mettez grand E entre parenthèses. C'est juste une annotation. Point. Examinons les hypothèses qui rendent E valide. Examinons les hypothèses qui rendent E valide. Examinons les hypothèses qui rendent E valide. Point. À la ligne. La première d'entre elles, donc de ces hypothèses, vous comprenez bien. La première d'entre elles suppose que les êtres humains, la première d'entre elles suppose que les êtres humains possèdent une faculté. La première d'entre elles suppose que les êtres humains possèdent une faculté
leur permettant d'accéder directement au réel. Possède une faculté leur permettant d'accéder directement au réel. Point. Or, aucune connaissance n'est possible. Or, aucune connaissance n'est possible au-delà des représentations. Or, aucune connaissance n'est possible au-delà des représentations. Point. Cela serait par conséquent un miracle. Cela serait par conséquent un miracle. Cela serait par conséquent un miracle si les humains pouvaient connaître directement quelque chose qui échapperait à la représentation. Cela serait par conséquent un miracle si les humains pouvaient connaître directement quelque chose qui échapperait à la représentation. Point. Ainsi, eux nécessitent de recourir à une explication miraculeuse. Ainsi, eux nécessitent de recourir à une explication miraculeuse. Point à la ligne. Une explication miraculeuse. Point à la ligne. Par conséquent, l'argument du miracle, recourt lui-même pour se justifier à un miracle. Point. Par conséquent, l'argument du miracle recourt lui-même pour se justifier à un miracle. Point. Il y a là une contradiction dans les termes. Il y a là une contradiction dans les termes. Il y a là une contradiction dans les termes qui invalide cet argument. Point. Vous voyez, c'est simple quand même. Là, il faut que je fasse l'appel.